c'est principalement aux pionniers de la résistance que De Gaulle décernera la distinction de compagnon de la libération. Pour nous en dire plus, il est temps de rejoindre Vladimir Trouplin, qui est historien et conservateur du musée de l'Ordre de la Libération. Vladimir Trouplin, merci beaucoup de nous recevoir. C'est un plaisir de vous accueillir au musée. Le général de Gaulle crée cet Ordre de la Libération dès 1940. Avec quel objectif stratégique? Premier objectif pour lui, c'est d'abord de récompenser les plus méritants des quelques milliers d'hommes et de femmes qui l'ont rejoint. Ensuite, c'est aussi d'encourager par exemple. Il y a aussi une visée politique derrière ça, qui consiste à asseoir sa légitimité de chef des Français libres face à celle du maréchal Pétain, qui à l'époque est infiniment supérieure à la sienne. Et c'est donc en terre française, à Brazzaville au Congo, qu'il crée le 16 novembre 1940 l'Ordre de la Libération. Alors je vous propose de nous montrer quelques-uns de ses compagnons de la Libération. Je vous en prie, allons-y. Alors ce musée se scinde en deux parties, la France libre et la résistance. Expliquez-nous la différence. Alors la France libre, c'est ce qu'on pourrait appeler la résistance extérieure. Ce sont les hommes et les femmes qui rejoignent le général de Gaulle, d'abord en Angleterre, mais aussi en Afrique, lorsqu'une partie de l'Afrique française se rallie au général de Gaulle pour reprendre le combat. C'est donc une résistance très militaire, organisée comme une armée. La résistance intérieure, en revanche, c'est celle qui fait l'apprentissage de la clandestinité, du travail dans l'ombre, du travail caché, par des mouvements, des réseaux, plus tard par une résistance armée, comme les maquis. C'est donc deux formes de résistance qui se rejoignent et qui sont très différentes par nature. Et la France libre s'étend bien au-delà de sa base londonienne. Et oui, alors la France libre, elle doit tout aux Britanniques, parce que le général de Gaulle est un chef militaire en exil au départ. Mais comme une partie des territoires coloniaux français de l'époque, l'Afrique équatoriale française en particulier, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, rejoignent de Gaulle à l'été 1940, ça donne à de Gaulle une base territoriale française qui va pouvoir lui permettre de mettre en place cette quête de légitimité de cette France qui combat. Et cette diversité géographique se reflète dans le choix des compagnons? Oui, parce que les compagnons de la Libération, c'est en réalité 1038 personnes, mais 25 nationalités différentes. Et en particulier, vous avez des gens qui ont servi dans la Légion étrangère et qui étaient des étrangers qui ont servi la France, qui sont morts également pour la France, également dans la résistance. Donc c'est à la fois la France libre, des étrangers et des Français, bien sûr, et c'est aussi ce qu'on appelait à l'époque les troupes indigènes, la France coloniale, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas le statut de citoyen. Je pense aux tirailleurs, qui ont été représentés environ 50 à 60% des effectifs de l'armée de terre du général de Gaulle, africains d'origine de l'Afrique subsaharienne, en particulier originaires du Tchad, du Cameroun, du Congo. Et après la Libération, comment est-ce que le général de Gaulle utilise cette mémoire, cette légende de la résistance? Alors il va l'utiliser d'une manière à la fois symbolique et en termes aussi de reconnaissance. Tout le monde se souvient de la panthéonisation de Jean Moulin en décembre 1964, qui met un éclairage évidemment très fort, national, sur cette personnalité de la résistance, que personne ne connaissait. Jean Moulin était un inconnu. Mais est-ce que c'est un outil? C'est une politique mémorielle qui rejoint aussi les modes de réflexion de la société de l'époque. On sait par exemple que la réflexion sur ce qu'était la France des années noires, la France de Vichy, nous est venue très tardivement, dans les années 70, et elle est venue en particulier des études très intéressantes et novatrices d'un historien américain, Robert Paxton. Donc la France a eu du mal à regarder son passé. Il est toujours plus facile de voir un passé glorieux que de voir un passé plus sombre. Vladimir Trouplin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Française devait se résumer à deux noms. Il s'agirait sans aucun doute de Jean Moulin et du général Leclerc de Haute-Cloque. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés du fait de la mort de Moulin entre les mains de la Gestapo en 1943, mais ils sont réunis à titre posthume dans ce nouveau musée de la Libération.